vers le nord. Et cette eau est alimentée aussi par toutes les rivières qui descendent vers elle, alors de la Dolèche, la Pêche, la Weiss, l'Île, la Bruche, voilà. Toutes ces rivières-là coulent vers la nappe et vers le Rhin. Et la Dolèche. Mais je l'ai dit la première. Je peux. La Dolèche. Voilà. C'est bon. Alors, là vous avez une image, c'est très parlant. Vous avez une gravière. Vous savez que dans. Je ne sais pas si ça se fait aussi, vous avez des grandes gravières par chez vous aussi. On exploite le gravier, on le sort. Et qu'est-ce qui reste à la place? Un plan d'eau, un trou. Ça, c'est la gravière Michel. Ceux qui connaissent le coin à Wittelsheim, immense gravière. Alors, qui est juste, regardez, on a délimité le fond, c'est Stockamine. Le périmètre du fond, c'est Stockamine. Donc, on a juste au-dessus. Le souci de ces gravières-là, c'est qu'une fois qu'on a extrait, vous voyez bien, c'est une surface ouverte. Or, la nappe phréatique, la chance qu'on a, c'est qu'elle est sous le sol, hein. Elle est enterrée, donc elle est un peu protégée par une espèce de couvercle qui la protège. Mais ce couvercle est très mince par endroits, donc imaginez un camion qui transporte des produits chimiques qui se déversent, ça percole, ça traverse et on est dans l'eau. Donc elle est quand même très très fragile, et ces espèces de plaines ouvertes sont encore des points encore plus fragiles. Alors, ce qu'on a fait, ça c'est le génie de nos ancêtres, nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Pierre? J'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'on voit en plus, on voit l'installation en surface, c'est-à-dire les puits par lesquels on fait descendre. Ouais, ça on en parlera après. Mais j'ai pas vu ça. Non, après, ouais. Donc, ces trous-là, par chez nous, sûrement par chez vous aussi, dans les années après-guerre, on a commencé à avoir de plus en plus de déchets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vos parents, vos grands-parents, les déchets, c'était quasiment pas un problème. Vous savez comment faire. Ils étaient biodégradables et ils terminaient en fumier, où on réutilisait. Les journaux, on les utilisait dans les WC. Voilà, par exemple. Pour lire et autre chose. Ouais, on réutilisait beaucoup plus. C'était même pas des déchets. Et puis petit à petit, avec la modernité, la technologie, on a produit de plus en plus de déchets. Mais oui. Et dans les années 50, du côté de Kingersheim notamment, parce que j'habite dans le coin, ces trous-là, on n'a rien trouvé de mieux que de les remplir avec des déchets. On s'est dit, ah, il y a un trou, déjà un trou c'est pas beau, on remplit. Et on a, oui, partout, je pense, dès qu'il y avait un truc, les communes avaient un endroit pour y jeter leurs déchets. Les communes, et aussi les entreprises et les industries. On avait dans le coin des industries chimiques assez importantes. À côté de Mulhouse, on n'a rien trouvé de mieux que de boucher ces trous. Mais je pense quand même, les gens savaient à l'époque déjà que c'était le Grundwasser, on appelle ça. Voilà, c'était important. Et aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé il y a 50, 60 ans, et on a de plus en plus de points de pollution. Donc cette nappe est aujourd'hui très polluée. Il y a une association qui s'appelle l'APRONA, l'Association pour la protection de la nappe phréatique, vous connaissez peut-être, qui étudie justement, qui a mis des points de captage dans toute la plaine d'Alsace pour étudier la qualité de l'eau. Et elle nous dit que 28 à 30% de cette eau est déjà impropre à la consommation parce que les seuils de pollution sont dépassés. Alors l'essentiel des polluants qu'on retrouve aujourd'hui sont des polluants d'origine agricole, simazine, atrazine, comme vous connaissez, et le fameux Roundup, glyphosate qu'on retrouve dans cette eau-là, et qui sont bien sûr des poisons. Si on empoisonne les... Enfin, si ce sont des herbicides, si ça tue les plantes, pensez bien que nous, ça ne nous fait pas bien non plus. Donc cette eau-là est déjà cette nappe phréatique est déjà très polluée, et là-dessus, on nous rajoute maintenant le big problème qui est Stockamine. Alors Stockamine, c'est des génies encore qui ont imaginé, et qui nous ont fait croire que à 600 mètres sous terre, pensez, au-dessus, en dessous de la nappe, il n'y avait aucun souci. Sauf que les langues des experts se sont déliées, ils n'ont quand même pas osé mentir jusqu'au bout, ils nous disent maintenant que oui, tôt ou tard, l'eau va descendre au fond de la mine, et ça, le mineur Jean-Pierre vous l'expliquera bien, mieux que moi, va descendre au fond de la mine, va ennoyer la mine. Toutes les mines ont pour fin d'être ennoyées. Ça, c'est un principe mécanique archi connu. Toutes les mines se remplissent d'eau, plus ou moins vite. Donc cette mine-là va faire pareil. Et le problème, Jean-Pierre va continuer, il va vous expliquer comment, d'ailleurs, c'est réalisé Stockamine, sur lequel on va passer le film. Alors voilà. On avait un petit film à vous présenter à l'introduction, donc on efface tout ça et on recommence par le petit film. Non, on n'a pas le temps.
Pour vous expliquer comment ce projet-là, on a réussi à le faire rentrer dans la tête des habitants du bassin potassique, à coups de bobards, à coups de mensonges, à coups de contre-vérités. Et ça, c'est grave aussi, parce qu'on nous manipule beaucoup. Vraiment, on n'est que manipulé. Et ça, c'est un exemple typique des manipulations par le plus haut sommet de l'État, ce qu'on appelle nos technocrates avec Chaïta. C'est eux. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Hecht, Hecht en alsacien. Je viens d'y penser il y a 5 minutes quand on parlait de l'alsacien et tout. Et c'est vrai que Hecht, il aime bien l'eau. Il vit dans l'eau. Blague à part. Moi, je suis un ancien mineur des MDPA. En 99, on m'a sélectionné pour aller bosser à Stotamine. Et évidemment, on nous a caressé dans le sens du poil. On nous a présenté un projet qui devait permettre la pérennisation de l'exploitation minière parce que à l'endroit où on a stocké les déchets, ce ne sont pas des vieilles galeries des mines de potasse dans la potasse même où on a exploité. La potasse se trouve 20 mètres au-dessus et on a creusé des nouvelles galeries. Donc premièrement, l'argument c'était de dire le sel qu'on continue à sortir est bon pour faire du sel de déneigement, c'est plus de la potasse, hein, pour faire de l'engrais pour l'agriculture. L'idée c'était de fabriquer du sel de déneigement avec ce sel. Donc premièrement, c'est économiquement, on a déjà un exutoire pour le sel, donc ça va ramener des sous. Premier argument. Donc mes collègues qui sont restés dans l'entité MDPA, ils ont commencé à nous creuser les cavités sous forme de damier, on peut avoir ça. Le damier que tu avais hier soir. Non. Ouais. Et donc les anciens travaux miniers sont représentés en bleu, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, ce sont des couches de potasse qu'on avait exploitées. Donc vous imaginez qu'à la place de ça, on a 20 millions de mètres cubes de vide qui restent. Et donc nous on a creusé 20 mètres plus bas, sous la couche de potasse, donc dans le sel gemme, on a creusé les cavités qui étaient destinées à recevoir les déchets. Donc en même temps qu'on a créé ce projet, parce que le syndicat que je représente, on s'est battu pour ce projet. Pourquoi? Parce que le discours c'était les déchets, il faut bien en faire quelque chose. On en a marre de l'envoyer chez les voisins, donc on a dit l'Alsace, à la limite on a un site qui est retenu comme fiable, pourquoi pas le faire? Donc on s'est dit, à partir du moment où on regarde la notion de stockage, c'est-à-dire que ces déchets, on devait les stocker pendant 30 ans. Et même pendant ces 30 ans, 300 emplois, ouais, 300 emplois à la clé, 100 d'abord 100. Donc en tout et pour tout, à l'heure où on se parle, on a été 24 salariés pour démarrer le projet. En 2002, ça a cramé. Donc ce qui était aussi comme argumentaire, c'était de dire, en même temps qu'on va créer ce centre de stockage, nous, notre boulot, c'était pendant 30 ans de stocker. Et en même temps, il y a un pôle de recherche qui aurait dû être créé, ce qu'on verra dans le film si on le passe. Ouais, on peut le passer. Et donc, ces déchets, on espérait fortement, nous, on était naïfs, hein, aujourd'hui on peut le dire, moi le premier, on pensait que ce pôle de recherche, parce qu'il y a de l'arsenic, du cyanure, du mercure, donc on pensait que les études allaient être lancées. On a des écoles de chimie à Mulhouse qui sont renommées, donc on avait vraiment espoir que ce projet était bien goupillé. Et donc il y avait ça, et chaque fois qu'on descendait une tonne de sel, une tonne de déchets, on mettait 250 francs à l'époque par tonne descendue sur un compte d'une société qui avait été créée, la garantie financière. Et donc c'était à disposition du préfet pour, au niveau argumentaire, de dire voilà, on abonde une caisse. Le jour où tel ou tel déchet, on est capable de le neutraliser ou de le valoriser ou de le mettre hors d'état de nuire, on a l'argent pour le ressortir. Donc c'était vraiment quelque chose de bien pondu et on y est allé, quoi. Le gros problème, c'est évidemment, comme à chaque fois, il y a le projet industriel et derrière, il y a le comportement humain. Donc les gens qui nous ont promis à l'époque cet Eldorado, sont soit décédés, soit sont à la retraite,
ne gèrent plus ce problème. Et donc vous vous retrouvez dans la situation où on vous dit les promesses, elles engagent que ceux qui y croient. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui, parce que les nouveaux dirigeants qui sont en place, y compris les autorités préfectorales, y compris au niveau de l'État, disent les engagements qui avaient été pris à l'époque, nous on n'y est pour rien et puis on doit gérer la situation. Donc malheureusement c'est comme ça partout. L'actualité récente, et on abordera le sujet avec la catastrophe à Rouen. Donc nous, l'incendie qui a eu lieu, c'est parce qu'on avait stocké au fond des déchets qui provenaient d'une usine de conditionnement de différents produits chimiques que vous retrouvez dans les grandes surfaces ou dans les jardineries. Les aérosols pour traiter les rosiers, les engrais et tout ça. Donc cette boîte-là, elle avait cramé en 2002. Et un des actionnaires de Stocamine, l'entreprise Séché Environnement, était chargé de dépolluer le site là-bas. Et comme ils étaient actionnaires chez nous, ils ont dit, tiens, cette merde, on va la mettre chez vous. Donc, quand ils sont arrivés, nous, on avait mis le haut là en disant que ça ne correspondait pas au cahier des charges, que ça n'avait rien à faire en bas. On nous a obligés à le faire. L'inspection du travail, la DRIR, avait dressé un constat d'infraction. Là, en ce moment où on avait descendu en fin août 2002 ces déchets, et jusqu'à ce que l'administration arrive à se réunir autour d'une table, quand ils avaient programmé la date de réunion, le 10 septembre 2002, ça avait cramé. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a réveillé tout ça parce qu'on est tombé sur un courrier, on a intercepté un courrier qui a émané de l'Adréal, qui disait que, parce qu'on était en 2008, vu que les populations ne bougent pas sur ce sujet, c'est le moment ou jamais de laisser ça au fond. Et c'est à partir de là, en partie, qu'on a créé le collectif, et que les syndicats qui avaient défendu le projet et qui ont été écartés des tables de négociation dans les commissions locales de surveillance, parce qu'on était pour la remontée des déchets, respecter la promesse qui avait été faite à la population en cas de départ, on fait machine arrière, tout ça, ça remonte. Je vais juste dire un petit mot sur Séché. Séché et le mal français, les rapports un peu incestueux entre nos grands fonctionnaires et les entreprises et le privé. Séché, c'est un privé qui gère les déchets, qui a racheté la société Trédi à une époque, donc il est actionnaire à 33%. C'est lui qui a provoqué l'incendie, c'est lui qui a provoqué l'arrêt de Stocamine. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, l'État français, c'est marrant, lorsqu'une entreprise marche bien, et qu'elle est nationale, il la privatise. Lorsqu'une entreprise marche mal, il la rachète. C'est-à-dire que nous, l'État a racheté Stocamine, lorsque Stocamine s'est effondré et que Stocamine a été fermé. Et l'État français a racheté la part de Séché pour, vous savez combien? Pour 1 euro. Donc pour vous dire que ce gars-là, il a échappé aux poursuites parce que c'était lui le responsable de l'incendie. Il a échappé à toute poursuite judiciaire. On n'a même jamais évoqué son nom aux différents tribunaux qui ont parlé de cette affaire-là, qui l'ont jugé. Et là, il y a quelque chose de scandaleux que je trouve très scandaleux. Encore une fois, c'est une espèce d'entente complice entre ceux qui nous dirigent et ceux qui dirigent l'entreprise privée. Et c'est des gens qui vont et viennent entre le privé, entre le public, mais vous le savez aussi bien. Et ça, c'est malsain, parce que ça laisse toujours... c'est toujours des affaires comme ça qui arrivent lorsque ces gens-là se mélandent et travaillent la main dans la main sur le peuple, on va dire. Ils trinquent par la suite. Oui. Juste une question pour ma compréhension. L'idée originale, en fait, si j'ai bien compris, était de faire un stockage temporaire, dans des conditions, entre guillemets, sécurisées, pendant la durée de ce stockage temporaire, de travailler à des solutions techniques qui permettent en fait de déstocker ensuite les produits et ensuite de les éliminer définitivement. Cette idée-là, initiale, est-ce qu'elle était viable ou pas techniquement? Techniquement, la réponse, elle est oui, parce que dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, les possibilités technologiques et scientifiques, elles n'arrêtent pas d'évoluer. Et comme à l'époque, le centre il avait été créé, on se disait, tel type de déchets, on
avait une solution, Yann il l'expliquera mieux, c'est qu'on aurait pu cramer certains types de déchets, par exemple à la touche à plasma, mais ça coûtait 1800 francs la tonne, alors que les mettre au fond de la mine, c'était 1000 francs la tonne. Donc, en gros, schématiquement, on va dire, le projet tel qu'il était pondu aurait bien pu marcher. Il y a juste un petit bémol, c'est que, c'est que au niveau de la définition du déchet ultime, elle n'a pas toujours été respectée dans le cas de Stocamine, parce que les déchets dits de classe 0, ceux pourquoi ce centre avait été ouvert, représentaient 7000 à 8000 tonnes annuelles. Alors que les estimations pour ouvrir ce centre partaient sur 40 000 tonnes par an. Donc économiquement, en termes de tonnage, ça devenait plus rentable. Alors, déchet ultime, quand même, dire ce que c'est, au terme de la loi, un déchet ultime est un déchet qui ne peut plus être valorisé, ni neutralisé, techniquement et financièrement. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le réduire, ni dans sa toxicité, ni à extraire les matières valorisables, je ne sais pas, les métaux, des choses comme ça. Et nous, au début de l'exploitation, on demandait toujours: est-ce que vous êtes sûr que c'est un déchet ultime? Ils ne savaient pas répondre. La grille de l'époque ne savait pas dire que c'en était un. Stocamine, les patrons ne savaient pas dire non plus. On a fait faire une étude sur un déchet arsenier. L'étude disait oui, on peut extraire la matière valorisable, ça coûtera 1500 francs la tonne, des francs à l'époque. Par contre, la mise en mine ne coûtera que 1000 francs la tonne. Vous voyez le choix? Entre 1500 et 1000, on a choisi. Le trou, c'est moins cher, on est dans un trou. Et on pouvait détoxifier ce produit-là, ce déchet-là. On pouvait le rendre encore moins toxique. Donc c'est aussi une histoire d'argent. Au début, quand ils ont créé ça, je ne savais pas, vous avez fait une galerie spécifiquement pour ça. Oui, ça a été créé. Alors, est-ce que personne s'est posé la question, mais pourquoi refaire une galerie? C'était bien le but de le laisser dedans. Au départ, non, parce que si le projet il avait été présenté comme un possible de les mettre dans les galeries qui ont été utilisées. Mais parce que les galeries de potasse ne sont pas assez solides. Et ce qu'on demandait, comme le projet, on parlait d'un stockage, et on devait garantir l'accès pendant 30 ans. Et donc, les galeries dans la potasse ne présentaient pas cette garantie-là. Donc, c'est pour ça qu'on est descendu de 20 mètres sous la couche de potasse dans le sel gemme. C'est un sel qui est plus dur, hein. Steinsolz en alsacien, on appelle ça. Les nouvelles galeries, ils ont exploité le sel qui était dedans. Oui, pour faire du sel de déneigement. Et donc, le problème, c'est que malgré les études qui avaient été faites, les galeries dans le sel gemme chez nous, dans le sous-sol alsacien, alors que mes anciens collègues mineurs, notamment Étienne Charmic, a toujours dénoncé le fait de dire c'est pas parce qu'une galerie dans le sel gemme, on avait plusieurs galeries dans le sel gemme, mais pour desservir uniquement, c'était une galerie unique qui allait d'un chantier à un autre. Il y en a qui ont été tracées dans les années 60, mais elles sont toujours encore utilisables aujourd'hui. Mais il s'agit d'une galerie. Or là, on a fait un espèce de gruyère qui représente 250 mètres de long sur 50 mètres de large. L'équivalent d'un terrain de football, ça représente un damier, si vous voulez, avec des piliers de 20 mètres sur 20. Ça a été dimensionné en laboratoire et ils ont dit, vous êtes tranquille pour 30 ans. Sauf qu'au bout de 10 ans, on s'apercevait que les convergences, c'est-à-dire que la nature, elle n'aime pas le vide, mais chez nous, on a dû se rendre compte que la mine, elle n'obéissait pas aux calculs qui avaient été faits, et la vitesse de fluage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la mine se referme sur elle-même, elle est pratiquement de l'ordre de triple ou du quadruple. C'est-à-dire on passait de 1 cm par an à pratiquement 7 cm dans certains endroits. Et donc, du coup, la garantie de pouvoir y accéder pendant 30 ans, on n'y est plus. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, l'exploitant se sert de cet argument pour dire maintenant c'est tellement resserré et c'est tellement dangereux d'y aller que nous, on ne peut plus envoyer personne au casse. Au départ, ça a été fixé le nombre de tonnes dans l'année. Oui, c'était 40 000 tonnes par an. Par an, et projeter ça sur 30 ans. Oui. Même si c'est difficile. Mais heureusement pour nous, le marché de classe 0, c'était 7 000 à 8 000 tonnes effectives, mais on a dû stocker pour assurer une rentabilité quand même au tonnage. Et ça, on l'avait dénoncé en tant que syndicat à l'époque. On a dit cette entreprise doit être classée d'utilité publique et on ne doit pas faire la course au profit. Ça ne doit pas être une activité où on va chercher à gagner de l'argent. Le but, c'était de mettre ces déchets en état de nuire et
pendant ce temps qu'on stockait, de trouver des solutions pour les éliminer, les neutraliser ou les commercialiser. Par exemple, l'arsenic aujourd'hui, c'est une matière première qui tend à se raréfier. Et donc, comme on a de l'arsenic au fond, on pouvait imaginer que les scientifiques nous trouveraient un système pour refaire de la matière première. Maintenant, pourquoi le collectif des Stocamines et pourquoi la lutte? Tout simplement, on craint pour notre nappe phréatique, comme l'a expliqué Dan. Et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se poser la question. Mais les déchets sont 500 mètres sous terre alors que la nappe est à 100 mètres. Et donc le mécanisme est tout simple. Il y a environ 200 puits de forage depuis les années 1900, 200 puits de forage de ventilation. Et donc une grande partie de ces puits ont été fermés, mais naturellement ce n'est pas hermétique. Et donc il y a régulièrement de l'eau qui descend dans les mines. Et la crainte, c'est que cette eau va rentrer en contact avec les produits chimiques. Donc, déjà, et d'une, on ne sait pas comment ces différents produits chimiques, avec l'eau salée, comment ils vont réagir. Déjà, ça va créer une soupe qu'on ne connaît, et personne n'a fait d'études, d'analyse là-dessus. Ensuite, comme a dit Jean-Pierre, les mines se referment. Alors, dans l'enquête publique initiale, en 1997, il disait qu'il y a une convergence de 1 cm par an. Or, il s'est avéré qu'elle est de 7 cm par an. Énorme. Donc si ces mines se remplissent d'eau, elles sont gonflées d'eau, elles se mélangent à ces produits chimiques, et avec la convergence, donc 7 cm par an, ça fait X mètres cubes par an, ça fait comme une seringue, ça appuie, et ça rejette l'eau, et ça remonte l'eau dans la nappe phréatique. Alors, les experts, ils sont sûrs, toutes les expertises prouvent que l'eau remonte. Ça, c'est clair et net, tout le monde le dit. Après, il y a des experts qui disent 1 mètre cube par an, il y en a qui disent attention, c'est beaucoup plus important, il y en a qui disent dans 300 ans, d'autres dans 600, et personne, en tous les cas, il n'y a pas de science infuse là-dedans. On ne peut pas dire exactement ce qui se passe. Donc, en tous les cas, par principe de précaution, on n'a pas le droit de laisser faire ça. D'où la création du collectif des Stocamines et la lutte, justement, pour remonter les déchets. Le collectif des Stocamines a été créé en 2010, mais le feu a eu lieu en 2002. Donc en septembre 2002, ça a cramé environ 3 mois, parce que déjà ils ne savaient pas comment éteindre, ils ne connaissaient pas les produits. Dans un premier temps, les pompiers ont mis de l'eau, mais ils ont constaté que ça ne fonctionne pas. Donc c'est déjà une aberration, parce que les pompiers ne savaient pas ce qu'il y avait comme produit, donc ils ont mis de l'eau en premier, et ce n'était pas la meilleure solution. Donc, et après, il y a eu des études et des études. À ce jour, on est à la 104e étude. 104 études pour savoir ce qu'on fait de ces déchets. C'est une aberration totale, parce que s'ils avaient commencé dès 2002 ou 2003 à remonter les déchets seraient déjà remontés, on ne parlerait plus de ces problèmes-là. Or, il y a une volonté claire de tout laisser au fond. Vous savez comment on dit, hein, on laisse la poussière sous le tapis. Et donc, d'où la création du collectif des Stocamines. Donc, le collectif se crée, il y a plusieurs associations qui adhèrent à ce collectif, il y en a toujours d'autres qui reviennent et qui adhèrent à ce collectif. Et donc, nous, notre but, c'est de faire pression sur l'État, c'est de faire pression sur nos élus pour qu'enfin ils prennent cette affaire en main et qu'ils sortent le déchet. Donc, pour faire très vite, les derniers temps, on a vu pas mal d'élus. On a vu des élus allemands, on a vu des élus français, on a vu le début des courses à plusieurs reprises. Et c'est quand même depuis 2017 qu'il y a eu une enquête publique, une enquête parlementaire qui a été faite, qui a une enquête parlementaire, une mission parlementaire de 8 jours. Et ce rapport est très clair. Il est vraiment très clair. Il y a 97 pages. Et sur ces 97 pages, on parle de mensonges, on parle de malfaçon, on parle de... Et suite à ça, les parlementaires qui ont fait cette étude disent très clairement qu'il n'y a qu'une solution. Il faut tout ressortir. Donc nous, on avait quelque part, suite à cette étude qui date de septembre 2018, on était un peu rassurants. Si les parlementaires s'y mettent, c'est très bien. Et en janvier 2019, c'était la douche froide. Malgré cette étude, malgré une étude commandée par Nicolas Hulot, une étude indépendante par des experts étrangers, espagnols et allemands, qui préconisent la sortie des déchets et qui disent que c'est faisable. Malgré tout cela, M. François Durugy a décrété le 18 janvier
2019, le 21 janvier 2019, il a décrété de façon tout à fait unilatérale de laisser les déchets au fond. Et le pire, quand même, le pire, c'est la manière dont ça s'est fait. On avait une réunion de la commission de suivi de site à 15 h et François Durugy l'a annoncé par voie de presse à 12h30, alors que même pas les députés étaient au courant, même pas le préfet était au courant. Le préfet, il est arrivé à la commission de suivi de site, il a dit je l'ai appris ce matin. Enfin, c'est proprement scandaleux de la manière dont ça s'est passé. Alors, Philippe, il en veut lourd, comme je sais pas, à François de Rugy. Il faut vous imaginer que François de Rugy, c'est rien. C'est pas lui qui dirige, c'est pas lui qui décide. De la même façon que Nicolas Hulot n'a jamais vu le dossier Stocamine. Ça, on l'a appris par Bruno Fuchs. Il sait même pas ce que c'est et il signe des papiers. Derrière eux, il y a toute cette mafia de hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps, qui habitent à 500 km de chez nous et qui décident pour nous quel sera notre avenir. Moi, je trouve quelque chose d'absolument scandaleux, d'antidémocratique. Aujourd'hui, tous les élus alsaciens demandent des stockages. Que ce soit les députés, le département, la région, ils demandent, ils exigent des stockages et on ne nous écoute pas. Parce que, encore une fois, il y a un régime autoritaire qui impose. Totalitaire. C'est totalitaire, oui. Carrément, ok. C'est autoritaire qui impose ses vues, qui nous impose ses choix et qui décide de notre avenir. On est assez grand et on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'il nous faut. Pardon. Des questions. On ne peut pas. Normalement, la marche arctique, elle va plus loin que le lit du Rhin. Oui, Au-delà. Donc on ne peut pas tirer les Allemands dans ce... Si. Alors les Allemands sont complètement concernés, plus que les Suisses peut-être. Et les Allemands sont concernés depuis très longtemps, depuis que la mine Jean-Pierre pollue avec les déchets qu'on mettait sur les terrils. Vous voyez les terrils, et l'eau qui coulait là-dessus, qui s'infiltrait dans la nappe. Les Allemands ont une soupe salée, sans mettre de sel. C'est impeccable pour eux, ils sont contents, non, je plaisante. Mais les Allemands sont concernés directement. Alors on les contacte, on les voit, on voit les politiques allemands. Mais il y a... Il faut aller jusqu'à la Merkel. Oui, mais je vous explique. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Et il y a un souci de non-ingérence. Est-ce qu'il paraît de la diplomatie? Non, pas du tout. Mais les Allemands nous disent, ouais, les Français, vous êtes maîtres chez vous, le gouvernement décide, et personne ne veut. Mais oui, il faut y aller. Mais il faut que les gens bougent, parce que les élus ne bougeront pas. Ils ont, je vous dis, ça s'appelle la diplomatie. La non-ingérence dans les affaires de nos voisins. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais si, il y a une institution dont Philippe va vous parler, qui siège à Koblenz. Koblenz, ouais. Ça s'appelle le CIPR, la Commission internationale de protection de l'environnement. C'est une commission qui regroupe 7 pays, dont la France, l'Allemagne. Et on les a contactés, et par l'intermédiaire d'un contact qu'on a à Comblanche, on nous a répondu, oui, la commission est au courant, ça va passer en commission chez eux, mais la personne qui siège au CIPR, c'est l'ADREAL. L'ADREAL, c'est quoi? C'est un organisme d'État. Stocamine, c'est un organisme d'État aussi. L'INERIS, c'est un organisme d'État. Stocamine, un organisme d'État aussi. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, c'est un organisme d'État. Donc comment voulez-vous que ces gens réagissent contre leur employeur? Donc c'est... Je veux dire, il y a absolument collusion. Vous parlez d'Allemagne. On est allé voir à plusieurs reprises des élus allemands. On a rencontré une députée du Bundestag, on a rencontré une députée de Land-Bad-Württemberg, on a rencontré une députée, une conseillère régionale du Land de Freiburg-Schwarzwald. La présidente de Freiburg-Schwarzwald, Mme Bertel Schäfer, a écrit au préfet du Haut-Rhin à propos de Stocamine, qui lui a répondu: rassurez-vous, tout se passe bien. On n'arrête pas de discuter. Et ces gens-là n'ont absolument, ils n'ont aucun moyen de pression parce qu'on va leur dire que vous faites de l'ingérence dans un État voisin. Et c'est ça le souci. On voit ça avec Fessenheim, c'est exactement pareil. Il y a la présidente du Land Freiburg-Schwarzwald qui était à la CLIS de Fessenheim, mais elle s'est fait allumer par M. Habig, qui l'a totalement ignoré, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les étrangers ne s'ingèrent dans les problèmes français. Et c'est pour ça que la seule solution, qu'on a vraiment la seule solution,
c'est que les citoyens sont là. Et c'est pour ça qu'on organise une manif le 23 novembre. On veut que les citoyens alsaciens, les citoyens allemands, on a écrit au Bund allemand, on a écrit à la presse allemande.